Contrairement à la France, où les espaces naturels protégés sont gratuits, au Canada, on doit payer des droits d'accès pour pouvoir en profiter. Daniel Groslot, directeur des parcs nationaux des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie et des Grands Jardins au Québec, m'a accordé de son temps pour me parler de ce système canadien spécifique. Alors bonjour, je m'appelle Daniel Groslot, je suis directeur pour les parcs nationaux des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie et des Grands Jardins, des parcs nationaux québécois dans le réseau CEPAC, donc une entreprise du gouvernement du Québec qui est mandatée pour gérer les parcs nationaux du Québec. Et je fais ce métier-là depuis maintenant près de 13 ans. Bien, il y en a plusieurs. Il y a l'agence Parcs Canada qui gère les parcs fédéraux, les sites historiques aussi fédéraux. Il y en a quelques-uns qui se retrouvent d'ailleurs dans la province de Québec. On n'a qu'à penser par exemple au Parc national de la Mauricie, qui est un parc national fédéral donc du Canada. Presque chaque province a aussi une structure de parcs provinciaux. On pourra faire la différence tantôt entre les parcs nationaux québécois et des parcs provinciaux qui ne sont pas des aires protégées de même catégorie. Si on pense à Parc Ontario, par exemple, qui gère les parcs provinciaux ontariens, dans lequel on peut prélever des ressources naturelles toutefois. Donc, il peut y avoir de la coupe forestière, il peut y avoir de l'exploitation minière. C'est fait souvent de façon, on va dire, durable, organisée, mais c'est pas une loi constituant une aire protégée de catégorie 2 comme les parcs nationaux québécois où il n'y a aucun prélèvement de ressources naturelles. Puis ça, on peut les retrouver à peu près il y a Parc Alberta, Parc de la Nouvelle-Écosse. Donc, il y a des structures comme ça de parcs provinciaux qui se ressemblent beaucoup, qui sont donc assez différentes de la CEPAC de par le type d'aire protégée, mais qu'on retrouve dans chaque province. C'est variable. Je vous dirais que la majorité sont payants. C'est variable après ça d'une province à l'autre, d'une structure à l'autre. Je n'ai pas l'ensemble des coûts, mais disons que de façon générale, l'accès aux sites naturels, même ici les parcs régionaux du Québec, parc régional de la Rivière-Waro par exemple, il y a souvent des frais d'accès pour rentrer. Donc ceux-ci vont varier d'un endroit à l'autre, mais c'est assez commun de retrouver ce type d'accès pour rentrer sur les sites naturels là, qui aident au financement, entre autres. On en parlera plus tard là, de différentes initiatives sur ces territoires. C'est 9,25 $ pour un adulte, donc tous les gens de 17 ans et moins. Il n'y a aucun frais pour entrer dans les parcs nationaux. Donc pour une famille, ça demeure quand même assez abordable. C'est vraiment par personne. Contrairement, encore une fois, à d'autres réseaux de parcs nationaux américains, par exemple, où c'est des tarifs souvent par la voiture. Il y a différentes modalités qui peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais c'est vraiment ça. Et après ça, il y a plein de modalités, là, sans aller dans les détails, mais mettons un groupe scolaire, même s'il y avait des gens de 18 ans ou plus, mettons un groupe universitaire, à ce moment-là, on va les recevoir eux autres aussi gratuitement. Par exemple, il y a des cartes réseau, donc les Québécois, peu importe qui, là, peut acheter une carte réseau, ce qui lui permet d'aller dans l'ensemble des 24 parcs nationaux du Québec. Et après, à peu près, je pense, 8 ou 9 visites, là, on a payé sa carte, mais on peut y aller un nombre infini de fois là, durant une période déterminée qui est 1 an. Non, pas du tout. Dépendant des parcs nationaux, là, c'est peut-être autour, là, la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, peut-être 20% de nos revenus autonomes qui sont générés de façon autonome. Mais après ça, on a d'autres types de revenus. On va faire une différence entre les activités de mission, qui sont des missions d'éducation, de protection du territoire, et il y a des activités dites plus commerciales. Donc, je pense à de l'hébergement, on a des chalets, des campings, on a des activités de location d'équipements, on peut avoir même des services alimentaires, restaurants dans différents établissements. Donc, ce sont tous différentes sources de revenus. Oui, on a des aides de l'État. On reçoit un montant, ce qu'on appelle, nous, des honoraires de gestion. En fait, juste pour décrire bien la CEPAC, on l'a dit rapidement tantôt, c'est une entreprise de l'État, donc qui est mandatée par le gouvernement du Québec pour gérer les parcs nationaux, les réserves fauniques et les centres touristiques. Aujourd'hui, on parle des parcs nationaux, qui est comme un réseau particulier là, qui est géré par la CEPAC. Dans le cas des parcs nationaux,
On lui confie aussi, via le gouvernement du Québec, une mission d'éducation et de protection du territoire et aussi d'application réglementaire. Pour ce mandat-là, le gouvernement du Québec va verser des honoraires de gestion donc à la CEPAC pour combler ce mandat-là, particulièrement. Donc, ce n'est pas vraiment une subvention qu'on reçoit, c'est vraiment un mandat, des honoraires de gestion pour être capable d'appliquer le mandat qui nous est confié par le gouvernement du Québec. Ça varie d'année en année, puis c'était difficile juste avant l'entrevue. J'essayais de voir, on connaît-tu ce pourcentage, parce qu'il y a plein de mandats spéciaux qui sont donnés, mais je vous dirais là, que si on pense que la CEPAC, avec ses revenus autonomes, peut être autonome à peu près à 80-85 % autour de ça, disons. Là. Peut-être qu'il y a un 15 à 20 % qui vient de l'État. Donc, ça peut ressembler à ça à peu près. Là. Hors caméra, Daniel insiste sur le fait que la CEPAC jouit effectivement d'une certaine autonomie financière qui lui provient de ses revenus autonomes, mais la contribution du gouvernement demeure quand même essentielle pour que la CEPAC puisse réaliser pleinement sa mission. Intéressant, parce qu'il y a plusieurs sociétés d'État comme la CEPAC, donc des entreprises du gouvernement du Québec. On n'a qu'à penser à Hydro-Québec, par exemple, ou à la Société des alcools du Québec, qui sont aussi des entreprises de l'État. Dans le cas, mettons, des deux autres que j'ai nommés, tous les profits qui sont générés sont versés dans un fonds consolidé qui vont servir, mettons, à l'éducation, à la santé, à payer, des choses pour l'ensemble des Québécois. Dans le cas particulier de la CEPAC, tous les bénéfices qu'on va faire sur nos budgets d'opération vont demeurer à la CEPAC. Donc, vont servir à deux mandats spécifiques, c'est-à-dire au maintien de nos actifs, c'est-à-dire l'ensemble de nos hébergements, nos bâtiments d'accueil, etc., ou à des projets de conservation et d'éducation. Donc, ce sont les deux grands champs d'action avec les revenus, les bénéfices qu'on peut générer. Cela dit, on n'est pas dans une dynamique où on cherche à générer le plus de bénéfices possible. On est très, très conscient de la mission de conservation et d'éducation. C'est un équilibre entre ces deux facettes-là, je dirais. Je vais faire une espèce d'amalgame entre services et activités. On va décrire un petit peu. Mettons, on est au Parc national des Hautes-Gorges. Vous avez, entre autres, de l'hébergement. On a des campings. On a au-delà de près de 200 sites de camping dans 3 campings différents sur le territoire. On a de l'hébergement 4 saisons, donc en chalet. On a 10 chalets ici qui sont en location sur 12 mois. On a un nouveau pavillon, un refuge, type refuge là, à l'écart, donc dans un secteur un petit peu plus éloigné, qui lui aussi peut être loué là, par des gens, par des visiteurs. On a un service de location d'équipements nautiques, vélo, donc kayak, canot, vélo. On a toute une voie navigable, un secteur là, d'à peu près 7,5 à 8 km sur la rivière Malbaie, qui peut être naviguée. C'est une activité qui est offerte. On a plein d'activités de randonnée, bien entendu. La randonnée pédestre, c'est une activité importante. On a une mission d'éducation, donc toute une programmation d'activités découvertes données par nos naturalistes qui sont sur une programmation là, qui est sur la semaine, qui est sur les 7 jours de la semaine. Donc, il y a des activités à peu près tous les jours, je vous dirais. Il y a aussi des activités privées qu'on dit, donc avec un naturaliste, un groupe. J'ai un exemple, c'est très, très populaire au niveau des voyageurs français, donc des familles qui vont arriver ici, qui vont vouloir avoir un naturaliste pendant une période X de quelques heures. Ce groupe-là va se promener avec le naturaliste dans une activité bien spécifique, donc il va se faire livrer du contenu éducatif sur le territoire. Service de bateau-mouche, de croisière bateau-mouche, j'en oublie peut-être, mais c'est un peu le type d'activité de service là, qu'on offre ici, un service alimentaire assez complet aussi là, au niveau d'un de nos bâtiments. Là. Donc voilà, ça couvre à peu près. Au niveau des Grands Jardins, je vous dirais, ça ressemble beaucoup au Parc national des Grands Jardins. Il y a un volet de pêche au Grand Jardin qui est assez particulier, qu'on a ici aussi, mais très, très peu, alors qu'au Grand Jardin, c'est beaucoup plus implanté. Donc, il y a une pêche qui se fait de façon durable. Donc, on s'assure de la santé de nos populations, donc de fontaines, avec une panoplie de suivi d'indicateurs, mais c'est quelque chose qui se fait sur le territoire depuis plus de 100 ans, je vous dirais, même avant la présence des parcs nationaux. Puis encore aujourd'hui, la santé de nos populations d'ombre de fontaines qui sont suivies dans nos lacs de pêche se porte très bien. Donc, voilà.
Ça nous donne, je vous dirais, une certaine autonomie. Donc, on est un petit peu, je vous dirais, à l'abri, bien que je pense que tous les gouvernements qui sont succédés au fil des années, le réseau des parcs nationaux est géré par la CEPAC depuis maintenant 22 ans, mais la CEPAC existait avant ça pour les réserves fauniques et les centres touristiques depuis 1980, si ma mémoire est bonne, bref, dans ces années-là. Mais ça nous met un petit peu, cette autonomie financière-là pourrait nous mettre à l'abri de certains choix difficiles que le gouvernement aura à faire parce que, par exemple, on aurait besoin de plus d'argent en santé, en éducation. Donc, on le sait, les gouvernements de par le monde ont des choix à faire avec l'argent qui est disponible. Donc, ça nous permet, nous, de continuer notre mission de façon, je ne vous dis pas qu'on n'a pas de défis financiers, on en a, mais bref, je vous dirais que ça nous donne une certaine autonomie. Le fait que l'argent soit aussi réinvesti dans nos parcs nationaux, ça nous aide beaucoup aussi. Donc, on est capable de maintenir nos actifs. On souhaiterait toujours avoir un peu plus de moyens financiers pour maintenir nos actifs. Certains parcs nationaux ont des actifs qui sont très vieillissants, mais on réussit quand même à offrir une qualité d'infrastructure à nos visiteurs qui est quand même intéressante. Volet inconvénient, j'en vois pas beaucoup. C'est vrai que ça peut surprendre certains visiteurs qui arrivent d'un autre système de fonctionnement, parce qu'on est très conscient que dans certains pays de par le monde, l'accès à des parcs nationaux est gratuit. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va payer pour rentrer sur un territoire. C'est comme si ça appartenait à tout le monde. Mais il faut pas se leurrer non plus. Il y a toujours des frais pour opérer des établissements comme ceux-là, qu'on les paie directement comme utilisateur-payeur ou qu'on les paie via nos taxes et nos impôts. Il reste qu'on va payer. Pour avoir été jumelé notamment, alors que j'étais directeur au Parc national du Fjord du Saguenay, la loi constituante du parc nous jumelait avec le Parc national des Cévennes, notamment en France. Donc, j'ai eu la chance de collaborer, là, puis de me rendre là-bas aussi, puis d'avoir des échanges là, sur notre expertise. Donc, c'était franchement intéressant. Mais j'ai été à même de constater, sans donner de chiffres, que le budget d'opération d'un parc national comme celui des Cévennes, comparativement au budget d'opération pour le Parc national du Fjord, il y avait quand même des moyens considérables qui étaient déployés pour le Parc national des Cévennes. C'est des philosophies qui sont différentes, qui se valent. Moi, je n'ai pas à les juger. Ici, c'est vraiment un choix de société, c'est un choix gouvernemental que d'avoir une tarification d'accès pour entrer dans les parcs. C'est un modèle qui est très américain, je vous dirais, mais bref, qui tient la route quand même, qui nous permet, ça demeure accessible. Je pense que c'est important que ce tarif-là, à 9,25 $, demeure toujours accessible. Il ne faut pas que ce soit un frein non plus pour les familles de venir visiter les parcs nationaux, mais je pense que vous quand même constater qu'à 9,25 $, il y a peu de choses aujourd'hui qui sont à 9,25 $. Trouver une bouteille de vin à 9 $, à moins de 9,25 $ au Québec, c'est très difficile. Je dirais que le modèle de la CEPAC est très, très regardé par les autres provinces. C'est un modèle qui fonctionne bien, qui fonctionne depuis un certain nombre d'années, qui a fait ses preuves et qui est envié de certaines autres provinces. Donc, on est plus copié en ce moment qu'on cherche à copier d'autres réseaux. Cela dit, je crois que pour favoriser la conservation sur mon territoire, il y aurait certainement moyen de générer plus de partenariats. Je pense notamment avec les institutions de recherche, les établissements d'enseignement universitaires, collégiaux. Ça pourrait être intéressant d'essayer de voir comment on peut être plus partenaire, même au niveau des moyens financiers, pour avoir faire de l'acquisition de connaissances, faire des projets de recherche qui vont nous permettre de mieux comprendre nos territoires et de mieux agir sur ces territoires-là. C'est des choses qui se font, mais encore trop à petite échelle. Il y a eu quelque chose qui a été annoncé au Parc national de la Gaspésie il y a très peu. Donc, vraiment, l'Université Laval ou l'Université du Québec à Rimouski a établi un centre de recherche, vraiment à l'intérieur du parc. Donc, amène des étudiants là, fait de la recherche. C'est un exemple qui est concret, qui va faire avancer les connaissances sur ce territoire-là. C'est peut-être des choses qu'on pourrait explorer éventuellement, qui pourraient aussi nous amener des sources de financement différentes, qui pourraient faire en sorte qu'on mette ça au service de la conservation de nos territoires.